jour, dans le dernier Téléthon que diffusait France 2, comme chaque année le week-end dernier, c'est de glisser à un moment un tout petit grain de sable. Tous les gens que je vois ici qui sont handicapés, en fauteuil, etc., j'ai l'impression qu'on voit ici sur le plateau, qu'on voit ici les gens en fauteuil, presque je dirais qu'ils vont bien. Tu vois, c'est-à-dire que moi j'imagine tous ceux qui sont devant leur télé là, un peu en déprime depuis longtemps, comme les gens valides qui sont en dépression longtemps, voire toute leur vie. Et là je vois des gens sourire et tout, alors ça rassure ça. Ça rassure de s'approcher de quelqu'un qui est en fauteuil et puis de lui dire salut, ça va, comment tu t'appelles, ouais. Et puis le gars te répond avec les yeux brillants et tout, et puis tu te dis oh bah ça va, c'est pas si grave que ça d'être en fauteuil puisque le mec sourit, tu vois. Et le piège il est un peu là, moi je trouve aujourd'hui là, mais alors qu'il est. Alors au-delà de ce piège que redoutait Sanseverino dans le Téléthon, la plupart des handicapés que nous montre la télé, au Téléthon ou ailleurs, sont-ils choisis, sont-ils castés, pour employer un mot horrible, et selon quels critères pour être regardables par nos yeux de téléspectateurs valides? Question que nous poserons dans cette émission à Laurence Thienot-Herman. Vous êtes présidente de l'Association française contre les myopathies qui organise chaque année depuis longtemps le Téléthon. Gilles Bornstein, vous êtes directeur de la rédaction du magazine Ça se discute sur France 2, magazine qui évoque aussi souvent des problèmes liés à la maladie et au handicap. Nous vous poserons la même question. Enfin, nous aurons le point de vue d'Elisa Rojas. Alors, vous êtes étudiante en droit, vous êtes née avec une maladie génétique, mais vous êtes aussi téléspectatrice. Et chaque année, vous vous énervez devant le Téléthon, donc vous nous direz pourquoi. Mais quoi ? Alors, on va en arriver maintenant aux images du Téléthon avec vous, Sébastien Boller, puisque ces images, chaque année, déclenchent dans les cerveaux des téléspectateurs qui les regardent une tempête de sentiments parfois mêlés et confus. Alors, ça tombe bien, vous êtes sur ce plateau notre spécialiste de ce qui se passe, non pas dans l'intestin, mais dans le cerveau, et vous avez regardé le Téléthon. Tout à fait. Donc, samedi dernier, je décide de regarder le Téléthon, j'allume ma télévision, mais au lieu de tomber sur le Téléthon, voilà ce que je découvre. Sans toit, dans le froid, dans la précarité, c'est ainsi que 3 millions de mal logés vivent depuis des années, abandonnés, rejetés, cassés. Redonnez-leur espoir, redonnez-leur un toit, c'est tout. Envoyez vos dons à la Fondation Abbé Pierre. Alors à ce moment-là, j'ai trouvé ça très bien qu'on pense aussi à ces autres déshérités qui ont faim, qui ont froid, qui dorment sous des cartons. Mais bon, j'ai pas eu le réflexe de donner. Et ensuite, l'émission est revenue sur le Téléthon. Rebonjour à toutes et à tous, merci d'être là avec nous. Nous sommes à Paris, en direct de l'Hôtel de Ville. Parisiens, Parisiennes, venez nous rejoindre, s'il vous plaît. C'est le 18e Téléthon. Et à ce moment-là, je me suis senti une envie inaccoutumée de donner. Inaccoutumée parce que les autres années, je regardais l'émission, non pas avec indifférence, mais en me sentant moins impliqué. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? D'abord, pourquoi je n'avais pas donné au SDF? Alors, il peut y avoir 1000 raisons à ça. Les psychologues en privilégient une qui est liée à l'image des victimes en général. Sachant que quand une victime est perçue comme complètement innocente, on a tendance à lui donner très facilement, alors que quand on se dit pour une raison ou pour une autre, même inconsciemment, qu'elle est en partie responsable de ce qui lui arrive, on lui donne beaucoup moins. Et on sait que les SDF sont souvent décrits comme des personnes qui sont peu à peu désinsérées de la vie sociale, en raison de choix personnels ou professionnels inadaptés, à qui on a redonné une chance et puis ça a de nouveau pas marché. Donc tout ça peut peut-être expliquer pourquoi je ne me suis pas acheté sur mon téléphone pour donner à l'abbé Pierre. Mais qu'est-ce qui a fait que j'étais ensuite si réceptif au Téléthon? À ce moment-là, je me suis souvenu que dans le cerveau, nos actes sont systématiquement comparés à notre morale par deux aires cérébrales. Alors je ne sais pas si on voit bien le cerveau. On va le voir. Voilà, la première aire cérébrale qui prépare les actes et qui les exécute, c'est le cortex prémoteur qui est ici. En fait, il est de l'autre côté, mais pour simplifier, on va regarder comme ça. Et puis l'acte qui est l'aire cérébrale qui est le gardien de la morale, c'est le cortex préfrontal. Donc les actes ici, la morale ici. Alors quand j'ai regardé les SDF, mon cortex préfrontal, qui est très moral, a attendu un acte de donation. Et l'acte n'est pas venu, peut-être à cause de la raison inconsciente que j'ai évoquée. Et du coup, il y a eu un conflit cérébral entre cette zone morale et cette zone des actes, qui ne prenait pas les bonnes décisions. Ce conflit cérébral, source de malaise, un malaise qu'il fallait aussitôt dissiper. Alors, pour dissiper un malaise, rien de tel que de faire une bonne action. Et la bonne action, il y avait un moyen simple de l'accomplir, qu'on voyait ensuite dans l'image du Téléthon, avec ce numéro 36-37, qui suffisait de composer.
Tout ça me laissait penser finalement que mon attitude devant le Téléthon était déterminée en partie par ce qui précédait. Et en fait, ce phénomène est tellement puissant qu'il s'appelle l'amorçage de l'altruisme et qu'il a été étudié par des psychologues, notamment dans le métro parisien, un psychologue qui se mêlait à la foule et qui faisait semblant d'être bousculé par un passant. Et ensuite, on observait la suite des réactions du passant. Il arrivait au bout du quai et là, on avait placé une personne handicapée dans un fauteuil roulant. Et le passant se jetait sur elle pour lui proposer son aide pour monter les escaliers. Alors que s'il n'y avait pas eu l'épisode de la bousculade avant, il ne lui proposait pas son aide. Donc finalement, quand j'ai regardé les SDF, j'étais peut-être dans la position du passant qui a bousculé quelqu'un et qui se sent mal, qui a un conflit cérébral et qui ensuite, quand j'ai vu le Téléthon, j'étais peut-être dans la même position de ce passant qui se retrouvait au bout du quai, qui voyait quelqu'un à qui il pouvait prêter moins forte. Voilà, les chemins inattendus et inaccoutumés et surprenants que peut prendre la décision de donner dans le cerveau d'un téléspectateur. Alors, on va revenir sur ce qui se passe dans les cerveaux des téléspectateurs du Téléthon quand ils regardent les images du Téléthon, c'est-à-dire pas essentiellement, mais aussi les images des enfants malades. On va donc commencer avec vous, Perrine Dutreil, en posant la question et en la posant franchement. Les personnes atteintes de maladies génétiques qui passent dans le Téléthon, sont-elles choisies? Doivent-elles être spécialement belles, émouvantes, télégéniques pour dire le mot, pour guider l'acte de donner? Nous, on a regardé plusieurs heures, forcément pas tout, parce que ça dure à chaque fois 30 heures. Donc on a regardé les éditions 2002, 2003 et 2004. Et une constante se dégage de tout ça, c'est la mise en avant des enfants malades. À chaque fois, on nous montre plusieurs reportages, donc des portraits de ces enfants malades, tous plus adorables les uns que les autres. Alors il y a Karl qui veut être fort comme son papa, professeur de taekwondo. Il y a Edgar qui fait chaque jour de multiples activités. Il y a Elodie, ses exercices de kiné et ses souffrances quotidiennes. Il y a Mégane, atteinte de progéria, c'est un vieillissement prématuré. Et il y a Jeanne qui ne peut plus monter les escaliers de chez elle. Alors on retrouve tous ces enfants en plateau pendant les 30 heures de Téléthon et notamment cette petite Jeanne qu'on vient de voir qui est devenue d'ailleurs cette année la mascotte du Téléthon. On ne peut plus se passer de Jeanne. On l'a rencontrée hier et depuis, cette petite fille, on ne peut plus la quitter tellement on a été conquis par son sourire. Montre-moi ton sourire, Jeanne. Montre-moi ton sourire avec les dents. Voilà, avec les dents. Je veux même voir les dents. C'est vrai que cette petite fille est adorable. Elle est atteinte d'une myopathie des ceintures. Taylor, ambassadeur de sa maladie, la drépanocytose, a un sourire merveilleux. Tu nous montres ton sourire, Taylor? Montre-nous ton beau sourire. Madeleine qui accompagne Edgar. Edgar, tu as 5 ans. Bonsoir Edgar. Soyez les bienvenus tous les deux. Elles ont le même sourire tous les deux. Oui, oui. Madeleine et Edgar, regardez la caméra en souriant. Ils se ressemblent évidemment. Frères et sœurs. Hein. Très unis, très complices dans la vie, je crois. Elle a du tempérament, elle a de l'espoir, elle a envie qu'on trouve, elle a envie qu'on la guérisse peut-être un jour. On a été bouleversés par les reportages sur Mégane, sur Jeanne ce matin, avec son papa et sa maman en larmes et un témoignage d'espoir. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Jeanne. Moi aussi, je veux un bisou. Elisa Rojas, vous avez écrit au Nouvel Observateur, qui a publié votre lettre, et vous dites, comme chaque année, je vais encore m'énerver toute seule dans mon coin devant le Téléthon, et vous parlez du ramassis de compassion et d'hypocrisie que charrie cette émission. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que je veux dire? Alors, je veux dire que je vais m'énerver devant le Téléthon parce que le Téléthon, c'est quand même la plus grosse opération de communication autour du handicap qu'on peut voir à la télé. Donc c'est un symbole, pratiquement, le Téléthon, c'est quand même 30 heures. 30 heures, c'est pas rien. Et moi, je parle de handicap en général parce que même si effectivement c'est très centré sur la maladie, ce que les gens retiennent avant tout, c'est que c'est des personnes handicapées. Après, quelle que soit la nature du handicap, que ce soit en raison d'une maladie ou d'un accident, c'est l'image de la personne handicapée qui est instrumentalisée pour moi. Alors, qu'est-ce qui vous énerve dans cette image, dans l'image qui est donnée comme ça chaque année? Ce qui m'énerve, alors déjà, je voudrais quand même préciser que je conteste sur le fond et sur la forme. Les deux étant liés, évidemment. Le but, c'est de pousser les gens à donner, donc de réunir de l'argent, qui, à mon avis, ne devrait pas être réuni de cette façon-là. Et pour le réunir, évidemment, on a besoin d'avoir un message qui est que les personnes handicapées
sont victimes, effectivement, que la maladie et le handicap qui en découlent détruisent la vie et qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est de donner, de guérir, de changer les personnes handicapées pour qu'elles deviennent valides, quoi. Mais à vos yeux, les personnes handicapées ne sont pas victimes et les maladies ne détruisent pas la vie? C'est-à-dire ce message est faux, c'est ce que vous voulez dire? Je pense qu'être handicapé, c'est un état. Puisque vous me posez la question à moi, je suis malade, je ne considère pas que j'ai une vie plus misérable qu'une personne de mon entourage qui connaît d'autres difficultés que je ne connais pas. Ce qui vous énerve, c'est cette présentation comme victime. C'est ce mot victime, cette image de victime dans laquelle vous ne vous reconnaissez pas. Voilà, d'autant plus que si nous sommes victimes, ce n'est pas forcément du handicap et de la maladie. C'est surtout, c'est surtout d'un système qui ne nous accepte pas, qui ne nous laisse pas être scolarisés, avoir un emploi, qui ne nous laisse pas vivre et faire occuper la place qui est la nôtre, puisqu'on appartient à la société comme tous les autres. Vous aviez déjà entendu ce reproche? Non, je voudrais replacer les choses dans leur contexte. Mais sur ce reproche, vous l'aviez déjà entendu? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine de ce Téléthon, c'est une association de malades et de parents de malades, dont je suis la présidente aujourd'hui, et des parents à qui on avait annoncé en 80, que leur enfant était atteint d'une maladie incurable, évolutive, mortelle. Des parents qui ont refusé la fatalité, donc je peux comprendre que certains acceptent leur état et vivent très bien avec. Il s'agissait notamment de la myopathe du chêne, donc une maladie mortelle, et pour lesquelles on annonçait aux parents avant 20 ans, l'enfant sera décédé. Je crois que donc ce n'est pas une émission sur le handicap, sur la maladie mortelle en grande partie. Certes, ces maladies génèrent des situations de handicap. Ceci étant, ce sont des maladies évolutives et c'est cela qu'on veut combattre. Voilà, alors sur le but de l'émission, vous venez très bien de le rappeler. Alors maintenant, sur les images, on a vu les animateurs et les animatrices qui font sourire les enfants en permanence devant la caméra. Alors ça, cette obligation du sourire, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi, c'est une conclusion à laquelle vous êtes arrivé au fil des ans parce que tout simplement, ça marche mieux, les gens donnent mieux quand les enfants sont souriants? Alors là, pas spécialement. Ce que l'on voit juste avant l'émission, les reportages, on les connaît avant 30 heures d'émission. Ceci étant, c'est exceptionnel au monde qu'il puisse y avoir 30 heures de direct. Et vous êtes bien placé pour savoir combien il y a d'émissions qui ne sont pas faites en direct. Donc c'est 30 heures de direct avec, je pense, de la part des animateurs, pas forcément la capacité de savoir ce qu'ils vont faire dans l'instant qui va suivre. Parce que vous leur donnez des consignes très précises aux animateurs, qui sont publiques d'ailleurs, puisque... Vous nous avez envoyé le guide donc, qui est distribué à tous les animateurs du Téléthon et ils sont clairement affichés, les consignes sur les messages à faire passer, les propos à éviter, etc. Et on peut y lire une précaution, attention à conserver une certaine éthique dans l'appel aux dons. Les enfants ne doivent pas lancer d'appel aux dons, surtout ne les incitez pas à dire téléphoner au 3637, surtout ne les incitez pas à demander de l'argent. Et donc vous suggérez des phrases types comme la maladie pour Emma c'est 365 jours, le Téléthon c'est 2 jours, donnez. Ou encore pour Edgar qui est là, pour Jonathan, pour Jeanne, il faut donner. Ces enfants qui ont confiance en vous, pour eux il faut continuer à téléphoner. Elisa Rojas? Alors déjà, je sais très bien quel est le principe du Téléthon. Je sais que le but, c'est de récolter de l'argent pour des malades, et notamment les maladies neuromusculaires, mais il me semble que le Téléthon a aussi été ouvert, qu'il y a d'autres types de maladies qui sont représentées. Et j'ai entendu cette année les présentateurs de l'émission dire que l'objectif du Téléthon était aussi de changer le regard des gens face au handicap. Et pour vous, c'est raté? Pour vous, c'est raté? Complètement raté. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais alors déjà, si on revient sur les enfants, ils sont quand même, ils ne s'expriment jamais complètement librement. Ils sont complètement instrumentalisés. Quand on leur pose des questions, elles sont fermées ou alors la réponse est dans la question. Elles sont orientées, les questions. Je suis désolée de le dire, mais c'est toujours pour leur faire dire la même chose. Qui veulent guérir, qui veulent être comme les autres, que leur principal rêve, c'est de marcher. Et je pense que ce sont des choses qui sont graves. Et attendez, Elisa Rojas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils disent, les enfants, à votre avis, pour justement changer le regard des gens sur le handicap? Il faudrait qu'on les laisse dire chacun ce qu'ils ont envie de dire par rapport à leur maladie et par rapport à leur vie et leur situation. Et il y a 1001 façons d'être malade et d'être handicapé et le Téléthon n'en montre qu'une. Laurence Thiénot. Ce que l'on souhaite évidemment, et ce que l'on met toujours en avant et lorsqu'ensuite on en discute avec France 2,
c'est toujours que soit respecté le témoignage et ce que veut faire passer comme message la famille. Et on peut dire que dans tous les reportages, parce que si c'est pas respecté, c'est pas diffusé. Donc c'est toujours avec l'accord, l'assentiment de la famille. Et la famille exprime ce qu'elle souhaite exprimer dans le reportage. Pour les enfants, c'est toujours, je pense, on n'a jamais de retour au jour d'aujourd'hui sur tous les enfants qui ont témoigné, toutes les familles pendant ces 30 heures. On n'a que des gens qui sont ravis de ce qui s'est passé. Bon, il y a toujours un peu parfois, on était dans le public, on n'a pas entendu, etc. C'est un peu compliqué le contexte émission de télévision. Mais autrement, c'est toujours, jusqu'à là, ce téléthon notamment. Le message quand même est toujours le même. Tous les portraits se ressemblent. Et d'ailleurs, dès qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de montrer autre chose, moi j'ai vu un jeune homme, c'était plus un enfant, il était inséré dans la vie active, il avait un métier, donc il racontait sa vie, c'était autre chose. Et là, la présentatrice de l'émission relativise tout de suite son propos et lui dit « Vous semblez équilibré, vous avez l'air heureux ». Donc j'aime bien le doute qui est quand même largement... Attendez, ça relativise pas, ça. Vous avez l'air heureux, c'est plutôt une approbation. Mais si, parce qu'on n'est pas là pour dire que, dans cette émission-là, on n'est pas là pour dire qu'on peut très bien faire avec, qu'on peut vivre avec. C'est autre chose, là. Elle relativise ce qu'il dit. C'est bien qu'il n'y a qu'un seul message qui doit être pris en compte, finalement. On voudrait mais enfin, à l'inverse de ce que vous dites, ce jeune homme bien inséré était quand même invité au Téléthon. Il a quand même pu parler. Bah donc, oui, mais voilà. Si c'est pour qu'on remette en cause la validité de ses propos tout de suite après, je vois pas où est l'intérêt. Enfin, vous avez l'air heureux, ça dépend, j'ai pas entendu ce moment-là, ça dépend sur quel ton c'était dit, c'est pas forcément une remise en cause, vous avez l'air heureux. On a le sentiment qu'elle a du mal à y croire et pour cause, puisque tout le reste va dans le sens inverse. David Abiker ? Il faut savoir ce qu'on veut aussi. J'ai le sentiment que le Téléthon, c'est quoi? C'est une entreprise stacanoviste pour récolter un maximum d'argent. Je crois que l'objectif, il est clairement affiché, c'est le compteur qui tourne. Alors, si on veut améliorer l'image, ou le regard, ou le sentiment que les gens portent sur les gens malades, parce que cette histoire de regard me gêne, moi, c'est une histoire de sentiment. L'objectif, c'est de collecter de l'argent. Alors, tous les moyens sont bons. L'objectif, c'est seulement le compteur, ou c'est aussi de changer le regard? Dès le début, l'objectif, ça a été informer, sensibiliser. Donc, changer le regard. Clairement, changer le regard, et aussi collecter, bien évidemment, parce que... Non, mais attendez, collecter en premier quand même, il faut être clair. Le premier objectif... En 87, le premier Téléthon, c'était clairement parce que c'était des maladies, toutes ces 6000 maladies rares étaient des maladies oubliées. Moi, on m'a annoncé le diagnostic de mon fils en avril 87, il n'y avait pas encore eu de premier Téléthon. Quand on m'a dit il est atteint de myopathie, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, demander à une famille, en 2004, votre fils est atteint de myopathie, on sait ce que ça veut dire, on sait lui dire, il y a des consultations pluridisciplinaires, on sait lui dire, il y a des équipes qui bossent dessus. Est-ce que ça, c'est pas un premier résultat formidable quand même? Ça dépend, le débat, c'est pas l'image des personnes handicapées. Non, mais enfin, en tout cas, j'ai pas envie de dire la notoriété de la maladie, mais enfin, c'est presque ça, c'est ce que dit Mme Thienaud. Il y a 20 ans, personne ne connaissait ces maladies, maintenant, au moins, elles sont connues. Est-ce que ça, déjà, c'est pas un résultat? Et le regard de l'autre, alors sur les situations de handicap, pour ne citer que mon exemple, qui est forcément reproductible dans l'association, mon fils est décédé l'année dernière, il venait de passer une partie des épreuves du bac, il était tétraplégique, trachéotomisé et pourtant scolarisé en milieu ordinaire. S'il n'y avait pas eu ces 17 télétons auparavant, c'est certain que d'abord, jamais j'aurais eu la force et jamais aucune famille aurait eu la force de croire qu'un enfant tétraplégique, trachéotomisé était en capacité d'être scolarisé en milieu ordinaire. Ça, c'est une réelle évolution. Mais après, c'est sur le fond. Non, mais sur cet argument-là, c'est quand même un exemple fort. Non, mais si vous voulez me faire dire que le Téléthon, ça aide à la scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, la réponse, elle est non, quoi. Et il suffit de se référer au texte et de loi pour voir que non, c'est un problème politique et un problème juridique. Bien sûr, aussi. Il ne faut pas tout confondre. Aussi, mais là, Mme Thienaud vous donne un exemple qui va dans l'autre sens. Il était trachéotomisé. Non, mais si vous me racontez votre vie, moi, je vais vous raconter la mienne et on va être dans ça se discute et c'est pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, je voudrais savoir... Non, on n'est pas dans ça se discute. Malgré la présence de Gilles Bornstein sur ce plateau, on n'est pas dans ça se discute. Alors, justement, voilà, vous nous fournissez la transition et on va en arriver aux images de ça se discute, puisque ça se discute est aussi une émission périne dans laquelle souvent sont invités des personnes handicapées. Oui, alors le thème du handicap est souvent abordé, donc souvent à travers des thèmes transversaux, donc comme comment élever un enfant quand on est un parent hors norme, comment grandir avec un frère ou une sœur hors norme, ou encore comment trouver sa place quand on a un physique hors norme. Alors nous, on s'est intéressé à 2 émissions en particulier. La première date de mars 99 et le sujet était comment faire d'un handicap une force.
Vous avez une chance d'être handicapé, vous. Alors ça, oui, ça nous a surpris, hein, comme vous avez dit ça quand même. Oui, mais on le comprend par la suite parce qu'on voit que vous êtes devenu voilà, grâce à une athlète de très haut niveau. 30 médailles d'or internationales pour cette dame. 32, pardon. Je pense être devenue ce que je suis grâce à mon handicap. Parce que n'étant pas handicapée, eh bien, j'aurais peut-être pas cet esprit de me battre aussi fort, parce que je n'aurais peut-être pas autant de raisons pour me battre. Moi, j'ai pas envie de remarcher. Enfin... Ah bon? Non, non, ça me dérange pas. Je vais prier pour ne pas être malade, pour jamais me casser un bras, pour espérer avoir toujours financièrement ce qu'il faut pour avoir les aménagements qui conviennent. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis sentie écartée, parquée. Dès l'instant où je peux faire tout ce que j'ai envie de faire, que je fais à ma façon, je ne me sens pas handicapée. C'est déjà beau de dire je ne suis pas malheureux, j'assume. Bon, le bonheur, de toute façon, c'est passager. Ça n'a pas de définition, le bonheur, c'est sur le moment. Là, je vais avoir 3 heures où je vais être heureux, je vais rentrer. Si j'ai tout d'un coup le vague à l'âme, bon, il n'y aura plus de bonheur, puis ça reviendra demain. Hein. Voilà. Alors, deuxième émission à laquelle on s'est intéressé, celle-ci date de mars 2002 et vous l'aviez appelée « Quelle vie amoureuse pour les handicapés ». Vous vous déplacez souvent comme ça en sautant? Oui, tout le temps en ville. À part vraiment quand je vais faire des courses, je prends mon fauteuil roulant. Mais sinon, là, pour des petits trajets comme ça, ouais, toujours en sautant. Pas trop fatigant? Non, ça va. Ça va, ça va. Je peux rester un petit moment debout, donc ça va très bien. Ouais. Allez, les enfants. Je trouve que c'est un papa, il est handicapé, mais quand même, il est très gentil. Ça nous a rapprochés depuis qu'il est comme ça. Mais ça reste stable, on vit comme un couple normal, quoi. Nathalie a réalisé son rêve. À 36 ans, c'est une femme mariée, mère d'une petite Amélie. Bref, une vie de famille comme tout le monde. Pour moi, c'était l'homme idéal. Il y a de l'amour. Bah oui, parce que 14 ans sans amour, je me serais emmerdé, hein. Puis elle aussi. Alors, à la différence du Téléthon, personne ne leur demande de sourire devant la caméra, mais ils sourient, souvent. Et c'est vrai que souvent, les destinées que vous montrez, les vies que vous montrez sont incroyablement positives. C'est-à-dire que c'est des gens qui peuvent souffrir ou avoir souffert, mais qui ont surmonté ces souffrances. Souvent, mais pas toujours. Très très souvent, dans la grande majorité des cas. Alors ça c'est quoi? C'est un choix délibéré de votre part de montrer uniquement la face positive de l'existence de la personne handicapée? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le constat que vous faites. Par exemple, sur cette émission sur Quelle vie de couple pour les handicapés, il y avait sur le plateau quelqu'un qu'on n'a pas vu qui venait justement dire que non, c'était compliqué, qu'on était dans une société normative. C'était le seul. C'était le seul, mais les autres n'ont pas tous dit... Enfin, lui disait que c'était vraiment presque impossible d'avoir une vie amoureuse quand on était handicapé. Après, sur les autres invités, tout l'éventail était respecté, et les uns disaient c'est exactement comme pour n'importe qui, d'autres disaient c'est compliqué mais on y arrive. J'ai pas l'impression que le tableau que vous faites en disant qu'on montre forcément une version optimiste des choses soit réel. Alors quel est votre choix en termes de, j'ose pas dire casting, mais on peut le dire, puisque je veux dire dans le jargon des journalistes... dans le jargon ça s'appelle comme ça, c'est pas très joli. Ça s'appelle comme ça, donc quels sont vos critères? Nous, ça se discute, à l'inverse du Téléthon, par exemple, dont l'objectif clairement est de récolter des fonds. Notre objectif est de montrer la société française telle qu'elle est. Et la société française fonctionne avec des gens pareils et avec des gens différents. À partir de là, le handicap a droit de citer. Il est logique que le handicap soit représenté dans ça se discute. Ce qui nous intéresse, c'est les histoires, les récits, la vie, la façon qu'ont les gens de vivre, de s'aimer éventuellement, de travailler, de vivre les uns avec les autres, de faire des enfants, de les élever. Un des angles que vous avez choisi, une des émissions que vous avez choisi, c'était notre angle. Comment faire de son handicap une force? Mais justement. Donc là, oui, mais là, c'était un choix d'émission, c'était un angle d'émission, de choisir, de faire une émission autour de ça, autour de gens qui, un peu comme Elisa, disent que voilà, handicapé ou pas, on peut transcender son handicap pour vivre des choses qu'on n'aurait pas vécues de la même manière. Moi, je transcende rien du tout. Déjà, le mot lui-même, je transcende rien. D'accord. Voilà, mais parce que en fait, le problème, il est qu'effectivement, à la télé, si on veut vraiment schématiser et résumer, il y a deux images. Il y a le mendiant ou le héros.
Voilà. Et dans un cas comme dans l'autre, finalement, le handicapé, il y a un fossé entre la personne valide et la personne handicapée. Soit elle a des qualités extraordinaires qui la valorisent plus, soit c'est le contraire, elle est dans une situation misérable et la seule chose à faire, c'est de donner de l'argent. Donc on ne peut pas être dans le vrai à chaque fois. C'est pas possible. Et pour vous, Ça se discute est une émission qui pratique le culte des héros, du handicapé héros. Quelque part, oui. Et la limite de Ça se discute, c'est peut-être son principe même, c'est-à-dire que c'est du témoignage. C'est intéressant en tant que témoignage, mais ça ne reste que du témoignage. Donc, c'est déjà pas mal. Si le témoignage est bien fait, c'est déjà pas mal. La question qui est toujours posée, finalement, quel que soit le sujet, c'est comment vous vivez votre différence. Exactement. Et la réponse sera toujours différente parce qu'il y a autant de façons de vivre sa différence que de gens différents. Et au-delà de ça, le problème est qu'il y a un manque d'analyse, un manque de réflexion, il y a une absence totale de revendication. Et les principaux problèmes des personnes handicapées aujourd'hui en France, ça se trouve à ces niveaux-là. Et donc voilà, donc on passe à côté de quelque chose, c'est évident. L'admiration fait oublier l'indignation que tout le monde devrait ressentir face aux difficultés anormales que connaissent les personnes handicapées parce qu'il y a une absence de volonté politique d'améliorer leurs conditions de vie, c'est tout. Alors simplement, vous pouvez, pour que ce soit très clair, rappeler une de ces difficultés anormales, celle qui pour vous est la plus criante et devrait être le plus souvent dénoncée dans les médias. La scolarisation des enfants handicapés en milieu ordinaire, l'accès à l'emploi. Mais vous avez très souvent. C'est vrai qu'on fait des émissions sur le handicap avec des enfants handicapés, parfois que des enfants, parfois des émissions mélangées. Quasi systématiquement, il y a un sujet sur la façon dont ces enfants sont scolarisés. Les uns le sont en milieu ordinaire, les autres le sont en milieu spécialisé. C'est du récit. On dit oui, il y en a qui sont en milieu ordinaire, il y en a qui sont en milieu spécialisé, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'il existe un milieu ordinaire et un milieu spécialisé? Quel est l'état actuel du droit? Pourquoi en France c'est si difficile alors que dans d'autres pays, ces difficultés-là ont été surmontées? C'est ça qui nous intéresse. À chaque émission, sa vocation, vous avez dit tout à l'heure, Ça se discute, c'est une émission de témoignages où tous les témoignages sont différents. Je prends ça comme un fantastique hommage. Moi, je suis très content de faire une émission de témoignages où les témoignages sont différents les uns des autres. Il y a quand même une forme aussi de voyeurisme, parce que le but, c'est de montrer des situations et des personnalités insolites. Et au-delà de ça, il n'y a rien. Donc, effectivement, une émission, deux émissions, alors, ça voyeurisme, c'est un mot important, c'est un mot qui charrie des connotations importantes. Alors, on va revenir sur le reproche de voyeurisme en essayant de l'argumenter avec des images dans un instant. David Abiquière. On parlait d'images un peu stéréotypées et vous disiez il y a le mendiant et puis il y a le héros. Et j'ai vu 3 exemples qui, moi, m'ont suggéré des situations de télé qu'on pourrait appliquer à des handicapés. Le gars à la pompe, l'unijambiste à la pompe. Au lieu d'aller le voir parce qu'il est unijambiste, une télé pourrait aller le voir pour lui demander le prix de la pompe, le prix du pétrole à la pompe. Jamais on verra ça. Le gars qui est dans son fauteuil roulant et qui part à la chasse. On pourrait très bien imaginer un écolo en train de surgir, en train de l'empêcher de chasser. Enfoiré, tu chasses. Impossible, vous n'aurez jamais ça. La nageuse, elle perd une course, on pourrait très bien imaginer que son entraîneur est en train de l'engueuler en la traitant de bonne à rien. C'est ça la parité, elle vaut dans les deux sens. Vous n'aurez jamais ces images, ou alors il faudra attendre encore 100 ans, et je vous souhaite de les avoir. Ou à France 5 peut-être, c'est très bien ce que vous dites, donc on vous encourage fortement à le faire. Voilà. C'est le service public de le faire. Ou alors il faudrait qu'on ait une dispute, un débat ultra violent entre nous. Il faudrait que je vous dise, mais tu dis n'importe quoi, je suis pas d'accord, retourne chez toi. Mais ça a commencé. Par exemple. C'est pas vrai, ces débats existent sur le plateau. Ces débats existent sur les plateaux. Dans l'émission dont parlait Perrine tout à l'heure sur vie de couple et handicap, on a eu des gens qui... J'ai re-regardé l'émission hier et il y avait un dialogue fécond entre des gens... C'est une émission sur le handicap. Moi, je vous parle d'un sujet sur la hausse des prix du pétrole, je vous parle d'un sujet sur la chasse et les écologistes, et je vous parle d'un sujet... Ah, mais c'est pas du tout pareil. Non, mais ils font pas ça se discute. Ils font pas la hausse du prix de l'essence. C'est pas... Moi, je l'ai regardé, cette émission, du début jusqu'à la fin. Laquelle C'est l'émission sur la vie sentimentale des personnes handicapées. Quand elle est passée, je l'ai regardée, je me suis dit, tiens, je vais voir, sans a priori, enfin un truc peut-être intéressant. Ce que je constate, c'est que la question qui revenait le plus souvent, c'était en gros comment ça se passe quand vous êtes tous les deux. Ça peut être intéressant ponctuellement, qu'on soit valide ou qu'on ne soit pas. Après, le débat de fond sur pourquoi c'est si difficile pour une personne handicapée de trouver un compagnon ou une compagnon, quelle représentation ils ont d'eux-mêmes et les autres ont d'eux-mêmes. Alors, on revient, Elisa Rojas, on revient au reproche de voyeurisme. On va aborder le débat. Je voudrais qu'on le fasse après avoir vu effectivement les extraits dont vous parlez, Perrine. Oui, donc c'est
dans cette émission sur la vie amoureuse, donc comme vous l'avez dit, effectivement la sexualité était souvent abordée et on a été surpris par 2 séquences lors de 2 reportages. Le premier portait sur un jeune couple qui s'était rencontré dans un centre de rééducation après un accident qui les avait chacun rendus paraplégiques. Après 6 mois ensemble, Éléonore et Thomas commencent tout juste à évoquer leur sexualité future. Pour l'instant, physiquement, moi, je me sens pas du tout apte à autre chose qu'à des caresses ou des choses comme ça. Et je m'en contente tout à fait parce que je goûte un peu à chaque moment de la vie et pour l'instant, ça me suffit amplement. Et le désir, il est là aussi? Bah oui, oui. Oui, c'est normal. Vous êtes un couple, donc comment ça se passe sexuellement entre vous? Comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Là, on n'a rien à dire là-dessus. Le lit, c'est quoi la position du lit? Il est en biais, il est vertical? Non, il est horizontal. Voilà. Donc, rien de particulier. Alors non, mais par rapport aux reproches de voyeurisme que vous formuliez, là j'ai envie de dire c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a effectivement la curiosité des journalistes, il y a la mise en scène qui fait qu'on va aller tourner ça dans la chambre à coucher, on les fait mettre au lit. Attendez, mais on donne quand même le droit de réponse aux personnes interrogées qui finalement font bien ressortir aux journalistes que ces questions sont stupides et qu'ils n'ont pas envie d'y répondre. Je veux dire, le montage a gardé ça quand même. Moi, je suis pas sûre que... Moi, je sais pas, j'imagine un autre téléspectateur qui n'a pas forcément de personnes handicapées autour de lui. Il est comme le journaliste, il est déçu. Il grappille, le journaliste, il essaie de trouver le détail et non quoi, non, mais non, bah non. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais non, c'est pas ça, mais le problème, il est pas la vie sexuelle des personnes handicapées et la vie sentimentale des personnes handicapées. La difficulté, elle est pas une fois que la personne handicapée se retrouve au lit avec une personne valide ou une autre personne handicapée. Elle est pas que là, je veux dire, on centre tout sur ça parce qu'effectivement, c'est plus vendeur, c'est plus croustillant, mais les vrais débats, encore une fois, ils sont pas du tout évoqués. Je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, vous avez parlé de mise en scène, c'est pas de la mise en scène, c'est de la mise en situation. De la mise en scène, ça serait mettre... Non, c'est pas pareil. Mettre des gens dans des situations où ils ne sont jamais, c'est de la mise en scène. De la mise en situation, c'est demander aux gens de répondre à des questions dans les situations où ça se passe. Et en l'occurrence, là, quand vous les mettez au lit, par exemple, il est quelle heure dans le tournage? Là, j'en sais rien, j'y étais pas. Voilà. J'en sais rien. Je me suis renseignée. C'était le soir. C'était le soir. Ah, c'est le soir, d'accord. Donc c'est de la mise en situation. Ça tombe bien, j'étais là, dis donc. C'est de la mise en situation. Ce problème de la vie affective de couple sexuel des personnes handicapées, c'est un problème qui existe. C'est un problème qui... Enfin, j'imagine que c'est un problème récurrent dans la vie des personnes handicapées. Pourquoi on n'en parlerait pas? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, hein. Je n'ai pas dit que c'était un sujet Laissez-moi parler un petit peu. On ne parle pas que de ce qui se passe quand ils sont tous les deux. Même si cet extrait a montré ça. Ça se discute, ça dure 2h10. Forcément, vous avez fait un montage, c'est normal, c'est les lois. Vous avez fait un montage, vous avez pris 20 secondes de ça. Vous connaissez bien ça, le montage? Non, c'est pas vrai. Ah bon? Enfin, l'émission est tournée dans les conditions du direct, elle est un tout petit peu... Elle est réduite, comme la nôtre, comme un reste sur image. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pas la même chose que de réduire, que de réduire 2h10 à 20 secondes. Voilà, on a parlé de tous les problèmes de la vie affective, de la vie familiale, de la vie effectivement sexuelle des handicapés. J'imagine que ce sont des problèmes qui se posent. Sébastien? Moi, je pense à Boris Cyrulnik qui disait qu'aujourd'hui, on encourage les enfants blessés, dit-il, à faire des carrières de victimes. Et je me demande si quand on est devant la caméra comme ça et qu'on commence à rentrer dans le discours, à dire « oui, je fais comme ça parce que je suis handicapé et ça me pose tel problème », je me demande si on n'encourage pas ça. Et Boris Cyrulnik... Si on n'encourage pas... À faire une carrière de victime. Si on ne les conforte pas dans leur statut de victime, c'est ça que vous voulez dire? Oui, à travers cette demande pour ce genre de témoignage. Une dernière question à tous deux que j'ai envie de vous poser parce qu'il est temps de terminer. Vous avez échangé, vous avez dialogué. Est-ce que vous inviteriez Elisa, ça se discute? Oui. Pourquoi? Oui. Pourquoi vous la trouvez intéressante? Parce que son récit est intéressant. Enfin, je l'interrogerai longuement sur son récit, sur la façon qu'elle a de vivre et si ce récit est intéressant, évidemment, je l'inviterai. Vous avez remarqué qu'elle n'en a pas du tout parlé sur ce plateau? Non, mais parce que oui, j'ai bien compris que ce n'était pas son propos. Mais rien ne s'oppose à ce que je l'invite. Est-ce que vous iriez à ça se discute? Non, je n'irai pas à ça se discute. Parce que si j'ai envie de raconter ma vie, j'écrirai un livre.
premièrement. Et ben voilà. Et ben voilà. Je le dirai avec plaisir. Et ben voilà. Très bien. Merci à tous trois d'avoir participé à ce débat difficile, mais absolument passionnant, en tout cas pour moi. Arrêt sur Image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous.